Bonjour à tous, il est 8h10 et ce matin, jeudi 9 mai, alors qu'on célèbre la fête de l'Europe, alors qu'hier, une marche solidaire pour les migrants venus de Vintimille à la frontière italienne, cette marche est arrivée à Calais, alors qu'un peu partout en Afrique, l'espoir d'une vie meilleure en Europe décime une partie de la jeunesse et alimente les pires trafics. Notre grande invitée ce matin dans la matinale RCF est journaliste. Elle est partie sur les traces de migrants disparus en mer pour essayer de leur donner un nom et une histoire. Taina Tervonen, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous travaillez entre autres pour le site Les Jours. Vous venez de publier chez Fayard une enquête intitulée « Au pays des disparus ». Vous êtes finlandaise, vous avez grandi jusqu'à l'âge de 15 ans au Sénégal et aujourd'hui vous vivez en France. Cette identité multiple, elle n'est pas anecdotique pour le travail que vous venez de mener. Non, effectivement. Moi, je suis une migrante moi-même. Une migrante économique, d'ailleurs, s'il faut préciser, puisque j'ai quitté mon pays de naissance, qui est la Finlande, pour venir m'installer en France, pour pouvoir travailler, pour avoir la vie dont moi je rêvais en tant que jeune adulte. Les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit. La liberté de circuler n'appartient qu'à quelques-uns. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ça ? La liberté de circuler appartient à ceux qui détiennent un passeport qui leur ouvre les frontières. C'est mon cas, puisque moi je dispose d'un passeport finlandais. C'est probablement votre cas aussi. J'imagine que vous avez un passeport français. Quand on regarde le nombre de pays dans lesquels on peut circuler, vous et moi, sans avoir à demander un visa, on arrive à 187 pays sur 218 dans le monde. Alors qu'avec un passeport sénégalais, par exemple, on est autour de 59 pays. Quand on a un passeport syrien, somalien, irakien ou afghan, on est vraiment tout en bas de la liste et on peut circuler dans 30 ou 31 pays. Taina Tervonen, quand on parle de ces hommes et de ces femmes migrants, on entend beaucoup de chiffres, mais en fait, personne ne sait vraiment dire combien font la traversée de la Méditerranée et combien ils laissent la vie. Non, on n'a aucun chiffre précis. Évidemment, parce qu'on n'a pas du tout de liste de passagers, on ne sait pas combien de bateaux partent tous les jours depuis les côtes libyennes ou depuis les côtes marocaines ou depuis les côtes turques. On ne sait pas non plus combien de personnes disparaissent en route. On n'a que des estimations. Et toutes les estimations dont on dispose sont probablement des sous-estimations. Il y a une association anglaise qui s'appelle United qui a tenté de dresser une liste des morts aux frontières de l'Europe à partir de 93. Donc simplement à partir de données retrouvées dans la presse, à partir des données des autorités, et on arrive à un chiffre qui tourne autour de 36 000 personnes. Compter les migrants qui meurent en arrivant en Europe, c'est important, c'est un enjeu politique ? La migration est un enjeu politique. Compter les morts, pour moi, c'est plus un enjeu humain, tout simplement. C'est une question de morale ? Alors une question de morale, non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt une question d'humanité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à politiser cette question de la migration parce que c'est comme ça qu'elle se pose dans le débat public aujourd'hui, dans le débat politique. C'est comme ça qu'on nous la présente, cette question. Pour moi, c'est une question tout simplement d'êtres humains qui circulent d'un pays à un autre. Enfin, je suis bien placée pour savoir que c'est quelque chose qui fait partie de la réalité. Ça fait partie de ma réalité. Ça a toujours fait partie de la réalité de l'humanité. Les gens circulent d'un pays à un autre. Et quand cette décision-là est prise de quitter son chez-soi, de quitter sa famille, de quitter son travail, de quitter son pays, c'est une décision qui ne se prend jamais à la légère. C'est une grande décision dans la vie d'un individu. Et ce ne sont pas des décisions politiques qui vont ébranler cette détermination-là. Taina Tervonen, je l'ai dit, vous venez de publier chez Fayard « Au pays des disparus ». Et pour cette enquête, pour vous, tout commence le 15 avril 2015. Un bateau, le Chalutier Bleu, échoue au large de la Libye. Ce vieux bateau, tout juste bon pour la casse, est parti de Libye chargé de 800 personnes pour rejoindre l'Italie. Seules 28 personnes vont réchapper à la mort. Toutes les autres se sont noyées. Et parmi ces personnes qui vont se noyer, il y a PM 39 00 47. Oui, c'est le point de départ de l'enquête. Donc le 18 avril 2015, il y a effectivement cet énorme naufrage. Aujourd'hui, on parle en fait de 1000 à 1100 personnes qui auraient péri dans ce naufrage. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de liste de passagers. Donc ces estimations sont arrivées à cause du travail fait par les médecins légistes sur cette épave. C'est un cas qui est très particulier dans l'histoire européenne, puisque c'est la seule épave qu'un État européen est allé récupérer au fond de l'eau, et où ensuite il y a eu tout un travail de médecine légale pour tenter de donner un nom au corps, aux victimes qu'on a retrouvées dans la cale, principalement de ce chalutier. Je suis partie de cette histoire-là parce que moi, elle m'a marquée. C'était un moment où moi, en tant que journaliste, j'écrivais aussi régulièrement des brèves avec
avec ces chiffres de morts qu'on retrouve si souvent et dont on a l'impression que, presque comment dire, c'est presque comme s'il en fallait 800 pour que ça devienne important. C'est comme si un naufrage où il y a 3 personnes qui disparaissent, comme si ça ne comptait plus. On n'en parle jamais dans la presse, alors que 3 personnes... On imagine 3 personnes, on est 2 là dans le studio, 3 personnes qui disparaissent, c'est 3 vies qui disparaissent, c'est 3 familles, c'est des amis qui restent endeuillés, sans nouvelles de la personne. Alors, votre enquête va commencer en Sicile, où là, il s'agit d'identifier les morts. C'est le travail de médecins, de scientifiques. On a recours à la médecine légale, aux tests génétiques, mais aussi à l'informatique avec la recherche d'algorithmes. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Il y a énormément de gens qui se mobilisent en Europe. Déjà, il y a énormément de personnes en Europe qui sont concernées, qu'ils le veuillent ou non, par ces morts, tout simplement parce que ces personnes vivent dans des endroits où les corps échouent sur les plages, où ces personnes travaillent dans des métiers où elles sont confrontées aux morts. Je pense aux médecins légistes, je pense aussi tout simplement à des pêcheurs, en Grèce notamment, qui se sont retrouvés, ou qui se retrouvent toujours, à sauver des personnes qui sont en détresse dans la mer. Je pense aussi à des photographes, à des journalistes qui se donnent comme mission d'identifier les personnes. Je pense à une journaliste que j'ai rencontrée à Ceuta, une journaliste de presse locale, qui, elle, avait décidé que quand on retrouvait un corps, il fallait que ce soit elle en personne qui aille voir ce qui s'est passé et qui essaie de retrouver l'identité du disparu. Vous aviez déjà travaillé sur les disparus en Bosnie, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Les disparus en Bosnie, c'est une question qui date. Hein. C'est-à-dire qu'on parle là de disparus qui ont disparu au moment de la guerre, donc il y a 20, 25 ans, et pour lesquels on a des vivants, heureusement, qui sont là, qui peuvent donner des informations. Ces vivants peuvent être identifiés. Pour ce qui concerne les disparus de la Méditerranée, c'est évidemment le champ de recherche est extrêmement vaste, hein, puisque les proches qui pourraient donner des informations sur les disparus peuvent résider absolument partout dans le monde. Alors, parmi ces disparus, il y a donc PM 390047. Vous nous dites qui c'est ? Je ne sais pas qui est PM 390047. Tout ce que je sais de lui, ou d'elle d'ailleurs, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, c'est que cette personne a laissé un téléphone Nokia jaune en 3 morceaux, que moi j'ai vu à la morgue à l'Institut médico-légal Labanov à Milan. C'est tout ce qu'on a de cette personne-là. Et moi je suis partie de cet objet pour tenter de retrouver un chemin possible que cette personne aurait pu traverser. Évidemment, je ne sais pas si c'était le cas dans la réalité, mais c'était une façon pour moi de revenir à une individualité sur cette question, où on a l'impression qu'on parle toujours de masse, on parle de chiffres, on parle de choses qui devraient être quantifiables, alors qu'une vie humaine, elle n'est pas quantifiable. Alors, votre enquête vous a mené en Afrique, et vous êtes d'abord allé à Agadez, au Niger. Alors, où est-ce qu'on est quand on est à Agadez ? À Agadez, on est à la fois au milieu de rien et au centre du monde. Moi, j'avais l'impression d'atterrir dans un film un peu du Far West à Agadez. On est aux portes du désert. Donc, à partir de là, on a encore des centaines de kilomètres à parcourir à travers le désert et uniquement à travers le désert pour arriver jusqu'à la frontière de la Libye. Donc, on est au nord du Niger. On est aussi dans un point névralgique des routes qui mènent vers la Libye. C'est par là que sont passées des centaines de milliers de personnes dans les années 2014-2015. Il y a des personnes qui continuent à passer par Agadez pour aller vers la Libye, mais la route est devenue extrêmement dangereuse pour une raison précise, c'est qu'à partir de 2016, le Niger s'est mis à appliquer une loi votée en 2015 qui criminalise complètement le transport de personnes au-delà de cette frontière-là, donc au nord d'Agadez, en direction de la Libye. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes gens qui sont candidats à l'exil, à Agadez. Pour eux, le rêve européen fonctionne encore. Oui, le rêve européen, ou alors... Je ne sais pas. Quand on dit le rêve européen, pour nous, Européens, on a l'impression qu'on parle de personnes qui sont très très loin de nous et qui ont des rêves un peu... Comment dire ? Ils devraient se réveiller, quoi. C'est un peu ça qu'on entend souvent quand on dit le rêve européen. Mais on a tous des rêves, enfin, c'est une réalité. Nous, quand nos enfants nous disent qu'ils veulent aller faire des études à l'étranger ou qu'ils aimeraient bien travailler à l'étranger, mais on est heureux pour eux, enfin, on a l'impression que c'est une bonne chose. Pourquoi ces rêves-là ne seraient pas autorisés pour tout le monde ? Moi, c'est cette question-là que j'aimerais qu'on se pose avec ce livre. Pourquoi nous, on s'autorise des rêves, on autorise des rêves à nos enfants qu'on n'autorise pas aux autres ? Alors, ces jeunes gens, pourquoi rêvent-ils de venir en Europe ?
Il y a énormément de raisons derrière. Ils rêvent comme pour n'importe qui. Derrière les rêves, il y a des images qu'on a vues, il y a d'autres personnes qui sont parties, il y a l'envie d'une autre vie, tout simplement. Il y a parfois des pères de famille qui ne sont pas du tout en train de rêver, qui sont face à des réalités, qui travaillent, qui font vivre non seulement leurs enfants, mais aussi leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, les cousins, les cousines, qui font parfois vivre 50 personnes et qui savent pertinemment qu'en travaillant en Europe, s'ils arrivent à envoyer ne serait-ce que 50 € par mois chez eux, ça leur permet de faire vivre leur famille. Ce que vous expliquez dans ce livre, c'est que c'est parfois une décision individuelle de partir en Europe, c'est parfois une décision familiale, collective, et tout le monde se cotise pour permettre le voyage ? Oui, derrière chaque individu, il y a une histoire individuelle et une histoire particulière. Ce n'est pas parce que les personnes partent ensemble et parfois malheureusement meurent ensemble que leur vie se ressemble, que ce soit pour la décision de départ ou que ce soit pour les motivations qu'il y a derrière. Effectivement, il y a des familles qui décident de se cotiser pour que le plus jeune, souvent celui qui est en meilleure santé, qui a le plus de chances de pouvoir arriver à destination en bonne santé, les familles se cotisent pour faire partir cette personne. Mais exactement de la même façon, dans le même village, on peut trouver 3 copains entre 18 et 20 ans qui décident de partir sans rien dire à leurs parents. Et les parents désapprouvent complètement la décision. Vous avez entendu dire qu'il y avait, par les survivants, il y a quand même eu quelques survivants dans ce naufrage, il y avait beaucoup de gens qui venaient du Sénégal. Vous êtes donc retourné au Sénégal. Et là, vous avez rencontré ce pays des disparus, ces villages où on espère que les gens ne soient pas morts, mais en même temps, on célèbre quand même des funérailles. La disparition est quelque chose d'extrêmement compliqué à accepter. On le voit dans absolument tous les contextes, que ce soit en Bosnie, au Sénégal ou ailleurs. Quand une personne disparaît et qu'on n'a pas la certitude du décès, on n'a donc pas de corps à enterrer, c'est extrêmement compliqué pour l'être humain d'accepter la mort et de faire le deuil. Effectivement, je me suis retrouvée face à des parents qui avaient organisé des funérailles pour leur enfant, parce qu'ils se disaient, ça fait 3 ans, on n'a pas de nouvelles, ou alors, on a eu la nouvelle du naufrage, comme on n'a pas eu de nouvelles de notre enfant, on se doute bien qu'il est mort. Donc, ils organisaient des funérailles en disant 2 prières. Une prière pour la personne s'il était décédé et une autre prière au cas où elle serait vivante. Comment peut-on faire le deuil dans ces conditions-là ? Parce que de fait, il y a des jeunes qui ne reviennent pas au village sans parvenir à partir en Europe. Des jeunes qui ne reviennent pas... C'est-à-dire que une fois que la décision de départ est prise, c'est très compliqué de rebrousser chemin en cours de route. Même si le voyage est très compliqué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent parce que le trajet est tellement difficile, il est tellement coûteux, il est devenu tellement compliqué de traverser la Méditerranée qu'il y en a, oui, qui reviennent. Il y en a qui reviennent de leur plein gré, il y en a d'autres qui sont rapatriés. Il y a l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, qui organise des vols de retour depuis la Libye. Mais c'est très difficile de se présenter au village, parce que c'est un échec monumental. C'est un échec de rentrée quand on avait pensé pouvoir faire autre chose et accomplir autre chose. Et ça, je le comprends très bien. Moi, quand je suis partie à l'âge de 19 ans de la Finlande, j'avais absolument pas envie de revenir au bout d'1 an ou 2, la queue entre les jambes, en me disant j'y suis pas arrivée. Personne n'a envie de ça. En creux, qu'est-ce que toutes ces histoires nous disent de l'Europe ? Ça nous dit surtout qu'on est en train de mener une guerre à des pauvres, au nom de privilèges que nous, on voudrait garder à tout prix. Je dis une guerre aux pauvres, contre les pauvres, parce que quand on a l'argent, on peut acheter un visa. On l'achète sur le marché noir, mais ça coûte très très cher. Et à ce moment-là, oui, on peut voyager en avion, on peut avoir son visa tamponné, et on rentre légalement avec un faux visa. Mais quand on n'a pas d'argent, on est obligé de prendre cette route-là. Quand on dispose d'un passeport comme le nôtre, on peut traverser les frontières légalement. En fait, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire que de devoir risquer sa vie pour traverser une frontière. Parce qu'on ne va juste jamais se retrouver dans cette situation-là. Taina Tervonen, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des solutions politiques qui existent pour que les jeunes gens ne meurent plus dans le désert, ne deviennent plus esclaves en Libye, ne meurent plus en Méditerranée ? Certainement qu'il y a des solutions politiques, mais c'est une question politique qui est tellement compliquée aujourd'hui dans le climat actuel que je ne voudrais pas être à la place des politiques. Je n'en vois pas un seul qui aurait le courage de s'attaquer à cette question-là, qui serait... Je pense que la question de départ qu'il faudrait se poser, c'est vraiment ça. On ne peut pas parler de
Faut-il fermer ou ouvrir les frontières? Les frontières sont de fait fermées pour certains et ouvertes pour d'autres. Et faciliter la circulation des individus d'un pays à un autre, leur permettre de traverser légalement une frontière, ça veut aussi dire leur permettre de rentrer chez eux. Donc il y a le droit de circuler et aussi le droit de rester, vivre dans son pays? Oui, et le droit de revenir dans son pays. Nous avons des devoirs envers ces vivants et envers ces morts? Je pense que tout être humain a un devoir envers les morts. Les morts ont besoin de respect. Ils n'ont pas besoin de notre compassion, ils ont besoin de notre respect parce que derrière chaque mort, il y a une vie qui a existé et derrière chaque mort, il y a une famille qui reste, il y a des amis qui restent. Merci beaucoup Tania Tervonen d'avoir été notre grande invitée ce matin. Je rappelle ce livre vraiment passionnant et poignant, Au pays des disparus. C'est publié chez Fayard.